Et c'est encore par l'éducation que la ville de Grenoble espère mieux intégrer les jeunes de certains quartiers en difficulté. Depuis près de 15 ans, la méthode consiste à aider les plus petits à accéder au langage. L'idée surtout est de prendre en charge dès la crèche les enfants de milieux défavorisés. Cela marche, comme l'ont constaté Sophie de Vessières et Frédéric Mignard qui se sont rendus dans un établissement pilote. Bien, bonsoir à tous et merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Vous savez que je suis à mer comblé. Nous allons avec Marc Baglietto, le président de la métro, et bien vous dire toute la joie que nous avons à vivre ensemble cette soirée qui devrait être une soirée d'échange, bien entendu, mais aussi une soirée de fête. Je suis comblé parce que cette opération Grenoble en couleur a été mûrement montée et je voudrais dès ce soir en remercier les auteurs. Tout d'abord, Édouard Ocondibo, qui est le président de Métro France et qui est le président aussi du comité diversité de TF1, vous pouvez l'applaudir. Mais rien n'aurait été possible sans l'engagement, depuis longtemps, déterminé, je dirais même militant, de quelqu'un qui est un ami, qui était un collègue et était mon adjoint à la ville de Grenoble, Ali Kismoun, il est président du club Rhône Diversité, vous lui devez aussi une ovation. Nous l'avons fait évidemment avec la ville de Grenoble en partenariat. Ont été associés aussi les médias. Je veux saluer Métro, je veux saluer le Dauphiné Libéré. On aura l'occasion d'en reparler évidemment au cours de cette table ronde qui est consacrée à médias et diversité. On a choisi Grenoble et je pense que ce n'est pas complètement pour rien. Le maire de Grenoble veut vous dire que notre ville n'est jamais si belle, n'est jamais si grande que quand elle se montre ouverte, généreuse, accueillante. Et vous le savez, les principaux problèmes que nous avons, c'est de faire vivre des gens qui ont, de par leurs raisons sociales, de par leurs origines, de par leurs conditions, des situations extrêmement différentes. C'est cette diversité aussi qui nous enrichit quand on sait la prendre en compte et quand on sait la traiter. L'égalité de chance, la lutte contre toutes les discriminations, au fond, forge une pratique, une relation aux autres qui nous amène à être peut-être différents et qui nous amène à être nous-mêmes plus riches dans notre propre comportement. Je lis très souvent ce que nous avons pu faire avec le CREC, ce comité consultatif des résidents étrangers de Grenoble, pour mieux intégrer dans notre vie de tous les jours, notre vie citoyenne, notre vie institutionnelle, tous ceux qui ne peuvent pas encore voter aujourd'hui et qui, j'espère, pourront l'être assez vite demain si nous en avons le courage et les dispositions politiques. Eh bien, c'était un premier pas que nous avons engagé dans notre ville de Grenoble. De la même façon, en matière d'emploi, parce qu'au fond, une des plus grandes inégalités, c'est entre ceux qui ont une responsabilité, un emploi dans une entreprise, dans un service, dans une administration, dans un média, et ceux qui, malheureusement, sont éloignés de tout cela. Ce que nous avons fait avec Sans Chance Sans Emploi, ce que nous avons fait avec Job et Cité, avec l'opération Aller Vert, a été, je crois, aussi un signe extrêmement fort de ce que nous voulons faire en matière de réduction des inégalités, de lutte contre les discriminations. Une des grandes discriminations est aussi l'inégalité entre valides et handicap. Et je dois vous annoncer une bonne nouvelle. J'ai appris aujourd'hui que l'APF, l'Association paralysée de France, avait fait un classement en France. Eh bien, Grenoble a été distinguée. Grenoble est la première ville en France pour l'accessibilité. Je crois qu'on peut s'applaudir. Alors, la table ronde, je ne vais rien dire. Vous allez débattre de toutes ces questions entre médias et diversité, quels enjeux. D'abord, moi je suis très heureux que ça puisse se faire avec autant de journalistes, de personnalités ici rassemblées. Vous êtes tous venus aussi parce que, avoir chez nous Claire Chazal, Harry Rosenmack, Nikos Aliagas, et puis la régionale de l'étape, je veux dire, Samira Benarbia, vous pouvez les applaudir très fort, ainsi que toutes celles qui sont ici. J'ai envie de vous dire que nous avons tous, politiques,
comme journaliste, une responsabilité évidemment extrêmement importante. La façon dont on traite un événement n'est jamais neutre. Elle a forcément des conséquences. Un quartier, une population, une communauté a forcément une identité qui est complexe et toujours très difficile quand on a une minute de télévision, même quand on a un quart de page, d'exprimer l'ensemble de cette diversité. Et nous avons été, je le dis, très marqués dans cette ville, il y a 3 ans, par un discours qui a été terrible. Quand on montre du doigt, quand on stigmatise une ville, un quartier, une communauté, c'est quelque chose qui est terrible. Le maire a été profondément heurté, la ville a manifesté effectivement son opposition à un tel traitement, car il n'est pas vrai qu'une ville, qu'un quartier, qu'une communauté soit tout blanc ou tout noir. Cette diversité, nous la vivons tous les jours. Et je veux dire ici que ces quartiers populaires qui sont souvent traités de façon un petit peu simple, un petit peu rapide, quand il y a un événement qui est très laconique, comme on dit, c'est-à-dire, eh oui, souvent une agression, une situation qui est évidemment condamnable, mais qui ne peut pas se résumer, cette situation, à l'identité même de ce quartier, de cette communauté, de cette ville. Je veux dire ici que, parce que nous le savons, les atouts humains, les atouts associatifs, les atouts dans le domaine des initiatives qui peuvent se prendre, je pense au sport, je pense à la culture, je pense à cette richesse associative qui sont dans nos quartiers, en tout cas à Grenoble, une preuve au contraire d'une très grande richesse. Et cette richesse, je souhaite, j'ai envie de dire, je veux qu'elle soit manifestée de façon beaucoup plus positive. Hassan Bousségoum, qui est le directeur du plateau, cet équipement merveilleux du quartier Mistral au Clair, disait que 3 minutes d'un JT où on stigmatise un quartier, c'est 15 ans de galère après pour remonter la pente. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. La formule évidemment choque, elle peut être difficile à entendre, mais il faut aussi l'entendre. Je me réjouis vraiment ce soir que l'on puisse en parler, qu'on puisse échanger de façon directe, sans embâche, avec toute la spontanéité, mais toute la rigueur qui est nécessaire pour un tel débat. Je veux vous dire ce soir, mes amis, que je suis très heureux. Faisons pas simplement qu'échanger, faisons aussi la fête. C'est une autre façon d'échanger, et c'est une façon d'échanger qu'on aime bien. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à chacun d'entre vous. Je ne vais pas alourdir ce débat. Moi, je voulais surtout dire que si cette soirée est possible aujourd'hui, c'est aussi grâce au volontarisme du maire de Grenoble, du président du conseil général et du président de la métro, qui ont tout de suite tout mis en œuvre pour faire en sorte que le débat puisse s'instaurer, que l'échange, comme ça a pu être le cas avec les lycéens, puisse intervenir et qu'on finisse effectivement sur le lien social. Débat et diversité, c'est vraiment un sujet fondamental, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours, c'est effectivement remettre de la complexité dans le débat, et tout ça est possible aujourd'hui à Grenoble, tout ça est possible aujourd'hui aussi grâce au volontarisme de TF1, avec qui on a initié depuis un certain temps un vrai partenariat. Et puis moi je veux saluer aussi le président du Club Rhône-Alpes Diversité, qui est un enfant de Grenoble, qui a effectivement vécu une grande partie ici et a pris des responsabilités, sans lequel aujourd'hui, cette manifestation ne serait pas le succès qu'elle est. Je voulais également juste remercier Faisal Douane, qui est partie prenante et qui travaille sur ces questions depuis très très longtemps. Et enfin, un hommage appuyé à Sabrina Boukabache, qui est la cheville ouvrière du club et qui a beaucoup donné pour que cette soirée soit une vraie réussite. Merci à vous d'adhérer à cette démarche et merci à vous de vous l'approprier. Merci. Bonsoir à tous et à toutes, je me présente en un mot et on va essayer après d'aller droit au but, comme diraient les supporters de l'Olympique de Marseille, et de laisser la place au débat rapidement. Voilà, on n'attendait pas moins de vous. Je suis le directeur de la rédaction de TF1 et j'ai l'honneur d'animer ce débat. Merci monsieur le maire
d'accueillir cette manifestation, c'est important. Moi, je suis ravi de retrouver Grenoble et de vous retrouver d'une certaine manière, parce que je me souviens que lors de votre première élection, eh bien, je vous avais annoncé moi-même que vous étiez élu maire de Grenoble et vous aviez réservé vos premiers propos à TF1. Merci encore. Moi, je me réjouis de voir qu'il y a autant de monde pour assister à ce débat, d'autant plus qu'il y a une autre salle qui est à peu près aussi comble, dans laquelle ce débat est retransmis. Et ça fait plaisir de voir que les citoyens que vous êtes s'intéressent à ces questions-là qui sont effectivement très importantes. Alors, on va passer un peu plus d'une heure ensemble, 1h15, 1h20, pour se parler, j'espère, librement, et c'est ce que j'ai demandé, et j'ai donné carte blanche à nos interlocuteurs, parler librement, sans tabou, loin du politiquement correct, c'est ce que j'espère en tout cas, avec la participation de la salle, toujours dans le respect du point de vue de l'autre. Je crois que ça c'est important. On peut avoir des divergences dans un débat, mais je pense qu'il est important de s'écouter. L'écoute, ça fait partie de la vie citoyenne. Donc un vrai débat avec des échanges directs. Un micro circulera dans cette salle. Peut-être qu'on peut apporter aussi des questions de la salle qui est voisine. Deux questions, bien sûr, fil rouge, je dirais. Comment les médias, évidemment, traitent-ils le sujet des banlieues, le sujet des quartiers populaires? Et puis, une deuxième question, quelle est la responsabilité des médias en matière de représentation de la diversité? Je vais vous présenter nos interlocuteurs. Les deux premiers, Claire Chazal et Germain Dagonier, pour des raisons professionnelles, devront nous quitter dans une vingtaine de minutes à peu près. Mais je leur remercie franchement d'être présents ce soir et d'avoir fait cet effort de rester un petit peu plus, si vous devez rentrer plus tôt. Merci à vous d'être là. Germain Dagonier, qui est le rédacteur en chef des éditions du week-end, et donc qui est le rédacteur en chef d'une certaine manière de Claire Chazal. Bon, Claire Chazal, voilà, vous la connaissez, c'est une icône, je ne vais pas aller au-delà, c'est la présentatrice des journaux du week-end de TF1, quoi. Anne Rosenmack, qui est à sa droite, qui est Henri, vous savez, qui présente l'émission 7 à 8, c'est l'émission aussi à sa droite, peut-être un peu moins connue, mais elle va le devenir ce soir, Anne-Fleur Barret, qui est directrice de recrutement d'un groupe prestigieux et très important, Hewlett Packard. Ce sont des centaines de milliers de collaborateurs à travers le monde, 5000 personnes en France, 30 nationalités, et elle nous parlera évidemment de toutes les questions de recrutement qui sont particulièrement importantes ce soir. À sa droite, Catherine Nel, qui est la directrice de la formation de TF1, et directrice générale en charge de TF1 et de LCI, et qui répondra à toutes vos questions également. À sa droite, Édouard Bocon-Gibotte, qui a été présenté par le maire, donc vous savez qu'il est président du groupe Métro, et président du groupe de la culture nationale. À sa droite, Faisal Bouhan, bonsoir et merci d'être là. Faisal, vous êtes né à Grenoble, vous avez vécu d'ailleurs à la Villeneuve, vous avez étudié à Grenoble, vous travaillez aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères à Paris. Alors vous avez quitté Grenoble, vous y revenez pour nous ce soir, et vous êtes le président de La France est en nous, qui essaie de favoriser évidemment la représentation des minorités dans toutes les sphères politiques. À sa droite, Salera Benarbia, bonsoir Salera, journaliste au Dauphiné Libéré depuis 13 ans maintenant, à la locale de Grenoble, vous avez à peu près couvert tous les domaines. Là, vous êtes plus particulièrement en charge des faits de société. Vous avez couvert les événements à la Villeneuve en 2010 et donc ça nous intéressera particulièrement de vous écouter sur ce thème aujourd'hui. Enfin, Pierre Pellifi, bonsoir, militante associative, présidente de la MJC Robert Desnos, située dans la ville d'Échirolles. Je vais commencer naturellement par Claire Chazal et par Germain Dagonier. Claire, certains pointent souvent un risque précis, que les journalistes des rédactions, et d'ailleurs des rédactions en général, des différents médias et des différents supports, qu'il s'agisse des rédactions des chaînes de télévision, mais aussi des radios ou de la presse écrite locale ou nationale, que les journalistes de ces rédactions sont un peu coupés de la réalité du terrain. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors d'abord, moi je suis très heureuse de me trouver là et évidemment très touchée par cet accueil. Merci beaucoup.
Bien sûr que nous travaillons à Paris dans une rédaction. Nous sommes avec Germain à la tête de ces journaux du week-end. Et nous sommes évidemment, j'allais dire, sédentaires et rivés à nos bureaux. Mais la rédaction de TF1, ce sont 230 personnes et qui partent à la fois aux quatre coins de l'Hexagone et dans le monde entier. Vous savez qu'encore nos envoyés spéciaux étaient sont au Mali et ont couru d'ailleurs de très grands risques hier. Voilà, nous sommes, j'allais dire, innervés, enrichis, alimentés en permanence d'informations de tous côtés grâce à nos envoyés spéciaux. Nous faisons aussi appel à notre expérience personnelle, à ce que nous connaissons, à notre histoire personnelle, à notre expérience qui est pas, voilà, je ne vais pas dire depuis combien de temps j'exerce ce métier, mais enfin ça fait maintenant plus de 30 ans. Donc sans doute que nous pouvons commettre des erreurs, il y a des choses que nous ignorons, que nous voyons mal, mais nous réfléchissons collectivement, je crois que nous débattons énormément, nous confrontons nos points de vue, et ces petites lacunes que nous avons forcément, ou même grandes lacunes, on essaie de les combler ensemble. Alors, ce n'est pas parfait, mais j'allais dire que des expériences comme celle d'aujourd'hui, qui nous a conduit tous à aller au contact de lycéens, d'élèves d'une école de journalisme, et on a été évidemment amenés à répondre à des questions, à débattre, à confronter. Ça nous apprend beaucoup aussi sur la diversité, la réalité de la France. Nous faisons souvent ces déplacements, ces petits déplacements, ils ne sont pas très longs, mais qui sont quand même très instructifs. Donc voilà notre façon à nous de nous rapprocher de la réalité du terrain. Merci Claire. Et Germain, il y a un peu un mythe, c'est-à-dire que les gens nous interrogent beaucoup en se demandant comment, dans une rédaction, en l'occurrence dans la rédaction de TF1 et des journaux du week-end, mais ça sera aussi sans doute plus large, comment on peut choisir les sujets, comment on choisit de traiter tel sujet ou tel autre sujet. Et il y a un mot dans notre langage, dans notre jargon qui s'appelle un angle, avec un prisme donc particulier. Pourquoi aussi ce prisme particulier? Comment ça se décide tout ça? Alors c'est un peu compliqué. D'abord il y a des sujets qu'on ne choisit pas. L'actualité s'impose à nous. Je pense à mes camarades qui sont à Paris ce soir et qui vont devoir traiter l'actualité du jour. La démission d'un pape, ça n'était pas vu depuis 1415, je crois. Donc voilà un sujet qui, de toute façon, n'a pas été l'objet d'un choix. C'est un événement et il doit figurer dans le journal ce soir, évidemment, certainement en ouverture, et avec des développements et avec des angles. Après, ce n'est pas une science exacte. Il faut faire preuve de beaucoup de modestie, beaucoup écouter. Les choix de sujets, ils reviennent du terrain, ils reviennent de l'ensemble de nos réseaux de correspondants en France. Vous savez qu'on a des bureaux partout en France, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, à Lille, je ne les citerai pas tous. Ce sont déjà eux les premiers qui nous font remonter ce qu'on appelle des propositions de sujets qui vont être discutées. On va réfléchir sur ces propositions. On va les discuter, on va parfois les modifier en demandant de changer d'angle. Alors c'est quoi un angle? C'est vouloir répondre à une question et pas à 50 questions, parce qu'un sujet de télévision, c'est extrêmement court, hein, c'est de l'ordre de 1 minute 30 à 2 minutes 20 quand on veut être un petit peu plus complet sur un sujet. Et donc il faut cerner la question à laquelle on veut répondre. Voilà un petit peu cette démarche. Mais je le rappelle, ce n'est pas une science exacte, il faut faire preuve de beaucoup de modestie, beaucoup écouter l'ensemble des journalistes de la rédaction. On débat beaucoup, on a des conférences de rédaction où tous les services sont réunis, tous les spécialistes sont réunis, beaucoup les gens de terrain, et c'est au terme de ces discussions qu'on va faire des choix, parce qu'à un moment donné, il faut choisir. Oui, on s'interroge énormément et on parle. Sans arrêt. C'est un débat permanent avec l'ensemble des journalistes de rédaction, mais on peut être amené aussi à appeler des spécialistes pour nous éclairer, parce qu'un journaliste, c'est quelqu'un qui exerce un métier très généraliste. Il faut pouvoir toucher à tous les secteurs, à tous les domaines, et donc il faut beaucoup écouter pour ne pas commettre d'erreur. D'accord. Harry Roselmack, merci Germain. Harry Roselmack. On continue une fois. Le débat sur la diversité a bien sûr fait la une à un moment particulier. Vous n'y êtes évidemment pas pour rien, ni TF1, puisque TF1 vous a confié le journal de 20h, c'était en 2006. Il y a, et ça m'a frappé dans toutes les rencontres que j'ai pu faire pour préparer aussi ce débat, les gens ont bien conscience qu'il y a un avant et un après Harry Roselmack de ce point de vue-là. J'imagine que vous en êtes conscient. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Moi, je me suis toujours, dans ce qui s'est passé, cette arrivée assez spectaculaire sur TF1, moi, je me suis toujours
je ne me suis jamais considéré comme un symbole. Je n'ai pas accepté cette proposition qui m'a été faite en pensant à tout ça. Je ne me suis pas chargé de tout ce poids-là, de toute cette responsabilité-là. C'est d'abord une décision à la fois personnelle, parce que ça vous engage, il y a aussi un avant et un après personnel, et c'est une décision qui est aussi une décision professionnelle forte. Après, effectivement, sur cette question de la diversité et de son incarnation, moi je me suis toujours considéré dans cette affaire comme un signal. Le signal que quelque chose devait et pouvait changer. Et ce signal-là, c'est même pas tant la proposition de TF1 de me recruter et mon choix d'accepter qui en a été à l'origine, c'est plutôt la réaction du public, des téléspectateurs. C'est-à-dire que ce qui est important dans cette histoire, c'est que ceux qui, parce que la télévision c'est comme ça, ceux qui ont validé, ceux qui montent à doubler, c'est vous, c'est le public, ce sont les téléspectateurs. Et à partir du moment où il y a eu une adhésion forte du public sur mon arrivée dans cette chaîne et à cette position hautement stratégique et exposée, à partir de ce moment-là, on pouvait se dire que le fait de mettre un nom à cette place-là, c'était pas quelque chose qui pouvait porter préjudice et que la porte était ouverte à une plus grande diversité incarnée sur nos antennes. Ça ne règle pas le problème, mais en tout cas, ça montre que la porte est ouverte et qu'il faut continuer à faire des efforts en ce sens et à avancer. Merci beaucoup. Anne-Fleur Barret, je l'ai dit tout à l'heure, vous travaillez chez HP, Hewlett-Packard, avec une politique de recrutement assez proactive dans le domaine de la diversité, 30 nationalités sur les 5000 salariés qui travaillent en France pour Hewlett-Packard. Quelle est votre méthode dans ce domaine-là? Et il y a finalement, je dirais, deux écoles pour caricaturer et pour aller vite. D'une part celle de la discrimination positive et d'autre part celle de l'égalité des chances. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer la méthode d'Hewlett-Packard? Tout à fait. Et je suis ravie d'ailleurs qu'on puisse témoigner de l'expérience d'HP sur la question de la diversité. Alors effectivement, pour nous, la diversité, c'est un peu l'ADN de l'entreprise. Il se trouve qu'il y a un site à Grenoble à 50 mètres d'ici. Tous les matins, quand on y est, on discute avec ces 30 nationalités, on est avec le monde entier au téléphone, on travaille. Donc, si vous voulez, on est à un stade où ce n'est même plus une question. Ce qui prime avant tout chez HP, et je pense que toute entreprise qui réussit, je pense qu'on n'est pas leader dans l'informatique pour rien, c'est avant tout la compétence. Donc effectivement, sur le comment, lorsqu'on recrute, on essaye d'éviter, on n'aime pas les CV avec photo. On essaie d'éviter de regarder les photos, la nationalité, l'adresse. On va immédiatement sur le contenu et on se focalise sur la compétence. Pas de photo, mais pas de CV anonyme non plus, je crois. Non, les gens postulent effectivement et donc on sait qui ils sont. Mais effectivement, au début, tous les premiers entretiens sont uniquement téléphoniques et ça limite énormément les pieds puisqu'on se concentre sur ce que la personne nous dit. Et qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on recrute de toutes les nationalités. Et que la diversité, alors que la compétence soit jaune, noir, homme, gay, juive, etc., peu importe, ce qu'il nous faut, c'est un commercial qui va arriver à vendre nos produits dans le monde de l'informatique. Donc c'est vraiment ce sur quoi on se focalise. Nous, c'est la normalité, donc il n'y a pas de discrimination positive. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire aujourd'hui combien de personnes de couleur, combien de personnes de religion X ou Y. C'est même pas une question. On le vit et on aimerait justement que cette normalité, elle s'impose dans la société. Je pense que l'exemple d'Harry est excellent. C'est ça, c'est que ça devienne une normalité. Ce qu'il faudrait, c'est une Harriet présidente de la République. Et là, je crois qu'on aurait tout gagné, puisque ce serait le quotidien de tous. Et il y aurait beaucoup moins ce sur quoi on se bat, nous, envers les managers recruteurs. C'est ce scepticisme qu'il peut y avoir. Oui, mais j'ai entendu à la radio, j'ai entendu à la télé, et est-ce qu'ils vont, etc. Et donc, nous, on leur montre la compétence avant tout. Merci beaucoup. Catherine Nel, certains estiment, et là aussi c'est des propos qui reviennent souvent, que les médias ne traitent finalement de l'actualité des quartiers populaires, des quartiers défavorisés, des banlieues. Je suis prudent avec les mots, mais en même temps, bon voilà, il y a un moment il faut désigner, mais l'utilisation des mots a aussi un sens, on y reviendra peut-être tout à l'heure, que quand finalement cette actualité dans ces quartiers est négative, quand il y a un fait divers, quand il y a un drame. Est-ce que c'est vrai? Alors, ce qui est vrai, c'est que nous sommes là quand effectivement il y a des événements, et parfois des événements violents qui se situent dans ces quartiers. Je dirais ici comme ailleurs. Nous sommes présents
Et nous serons toujours présents parce que la réalité de notre métier, c'est de témoigner d'une réalité. Mais ça ne suffit pas, parce que si nous n'étions là que pour ça, effectivement, le prisme serait assez déformant. C'est compliqué de pouvoir tourner et de tourner en toute confiance, parfois, de trouver le lien, de trouver les personnages, de pouvoir aller, je dirais, rencontrer simplement des personnalités intéressantes, des initiatives positives. C'est parfois pas simple d'aller tourner en banlieue, il faut aussi le dire, c'est la réalité. Mais je pense qu'il faut qu'on soit, comme dans tous les domaines des diversités au pluriel, très proactif. Donc à TF1, même si on sait très bien que le côté négatif l'emporte parfois, parce que cette violence, parce que ces images, parce que nous faisons de la télé et que évidemment le poids de ces images est important, donc c'est souvent ce qui reste un petit peu dans le ressenti des gens, mais nous souhaitons pouvoir tourner et faire, je dirais, faire part de toutes les thématiques sociales, économiques, culturelles, sportives, de tout ce qui se déroule dans ces quartiers. Donc nous le faisons au maximum, encore une fois parfois dans des conditions un peu compliquées. Je pense que c'est sans doute à nous, TF1 encore plus que les autres, de montrer l'exemple parce que nous sommes un média de masse, que nous touchons encore plus des gens que les autres et que c'est pas une forme d'exemplarité, mais je pense que simplement ce que nous faisons est plus regardé que ce que les autres font, en mal ou en bien. Donc à nous d'être vertueux aussi sur cette question-là. Merci beaucoup. Je reviens une seconde vers Claire et Germain avant de continuer la première question à chacun des participants de ce débat, parce qu'ils vont devoir partir en quelques minutes, comme je vous le disais tout à l'heure. On entend là aussi souvent que les médias font du sensationnalisme, sont dans la chasse au scoop, et que du coup, l'information que l'on délivre, soit aux téléspectateurs, soit aux auditeurs, soit aux lecteurs, s'en ressent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Alors, la chasse au scoop, sûrement. Oui, ça, c'est évidemment notre ADN et notre but affiché. Mais c'est formidable, un scoop. Alors, le sensationnalisme, c'est autre chose. Mais c'est pas le scoop pour le scoop. C'est vrai, c'est vrai. Non, le scoop pour dire quelque chose, évidemment. Le scoop qui fait avancer le débat, le scoop qui fait découvrir une personnalité. Ça, c'est formidable. Bon. Le sensationnel, c'est autre chose. Comme Catherine le disait, si on appelle sensationnel un fait divers qui se déroule dans un quartier ou ailleurs, évidemment, il y a un caractère de violence, c'est souvent spectaculaire, ça frappe les esprits, mais nous sommes obligés de le traiter, c'est ainsi, et ça a toujours été. Peut-être au cours du temps, avons-nous tiré des leçons, évidemment. Et ces procès qui ont été faits aux médias, et à la télévision et à TF1, naturellement, ont fleuri il y a plusieurs années maintenant, peut-être à cause de certaines émissions, de certains dérapages, pourquoi ne pas le reconnaître. On peut aussi tirer des leçons d'erreurs. Je crois vraiment que depuis longtemps maintenant, nous faisons très attention, et Germain pourra le confirmer, dans le choix et le tri des faits divers que nous estimons exemplaires ou pas, susceptibles de déboucher sur des leçons ou une forme de philosophie ou même de vision de la société. Si ce sont des faits divers isolés, je crois que nous, vraiment, la plupart du temps, nous essayons de ne pas les traiter, ou en tout cas, nous ne les mettons pas en avant pour faire du sensationnel, justement. Je crois que nous avons tiré les leçons d'un certain nombre d'erreurs que nous avions peut-être commises. Voilà, et que nous essayons aujourd'hui d'être, j'allais dire, plus divers. Oui, et puis je voudrais dire, parce que malheureusement nous devons partir avant la fin de ce débat, et à regret que nous avons aussi, vous l'aborderez peut-être à la suite dans le débat, une vraie démarche à l'intérieur de cette rédaction de TF1 en direction de la diversité. Nous sommes 230 journalistes à la rédaction de TF1 et nous sommes quasiment tous, il doit manquer un ou deux, formés à la diversité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons tous été en stage de longues journées, passionnantes d'ailleurs, pour essayer de combattre nos préjugés qui émanent de notre culture, de notre histoire, de ce que nous sommes, les uns et les autres, des hommes et des femmes avec une histoire, une culture, une famille. Bon voilà, on est arrivé avec notre bagage, et parfois ce bagage, il a imprimé des petites choses qui ne correspondent pas forcément tout à fait à ce qu'est la réalité, ou en tout cas cette réalité qui bouge. Et grâce à ce stage diversité que donc, quasiment tous les journalistes de TF1 ont fait, on a pu combattre ce que peuvent être nos préjugés d'hommes et de femmes, citoyens, puis journalistes, parce qu'il ne faut jamais oublier
l'homme et la femme qui est derrière nous. Préjugés dans l'utilisation par exemple d'une image, dans d'une l'utilisation image, d'un mot, la sémantique, l'image, les groupes dans la société, les groupes de personnes, voilà, les communautés. Donc, voilà, comment est-ce qu'on peut parler de cela avec, on va dire, un peu plus de doigté, peut-être qu'avant que nous fassions ce stage. Je crois qu'on a... Alors, le stage ne résout pas tous les problèmes en soi, mais en tout cas, c'est pour dire qu'il y a une volonté de porter un regard sur notre travail, d'essayer d'avancer, de progresser. Et puis, je dois préciser aussi, parce que vous m'avez posé la question comment on choisit les sujets, je peux dire aussi que on fait évidemment le travail qu'est l'actualité, je parlais du pape tout à l'heure, un fait divers, dramatique, ça ou là, mais on fait aussi un gros travail de recherche pour montrer les initiatives positives, ce qui marche, ce qui avance. Ça peut être dans le domaine économique, mais ça peut être dans le domaine social. On a des mines pour ça, on a beaucoup de... D'abord, on reçoit des propositions de plein de gens. J'ai discuté tout à l'heure avec le responsable de la Maison de la Culture à Grenoble qui m'a parlé de choses qui m'ont passionné. Voilà, pouf, c'est rentré dans ma tête, ça fera un sujet, c'est certain, dans 6 mois, dans 1 an, mais on ira les voir. On reçoit voilà, beaucoup de propositions qu'on regarde avec attention pour montrer qu'il y a aussi des initiatives et que la banlieue, certains quartiers ne se résument pas à leurs faits divers, qu'il s'y passe à 95% beaucoup d'autres choses qui sont souvent formidables. Et donc on essaye toujours de les montrer. Entendu, merci beaucoup, merci d'avoir participé en tout cas à ce débat, Claire et Germain, merci infiniment. Et nous accueillons d'ailleurs Bilal Ghazi, je ne sais pas si il est déjà là ou pas, s'il est là. Voilà, vous pouvez vous... Bilal Ghazi, la salle connaît, mais je vais quand même en dire 2-3 mots. Vous avez 26 ans, vous êtes journaliste, vous avez d'abord été journaliste au Dauphiné Libéré, et depuis janvier 2010, vous vivez une nouvelle aventure avec le journal L'Équipe, d'abord à Grenoble, et puis maintenant à Milan, pour parler de clubs qui me sont chers, moi qui suis en partie italien, le Milan AC, l'Inter, etc. Bon, ça fait plaisir. Et c'est vrai que vous avez tout un parcours et on va revenir à vous parce que ce parcours-là, j'aimerais bien que vous nous en parliez en nous disant si vous avez eu des difficultés, s'il y a eu des obstacles sur votre route pour avoir ce parcours que vous connaissez. Merci en tout cas de nous avoir rejoints. Alors Germain Dagonier parlait tout à l'heure de la formation diversité, effectivement pour la rédaction de TF1 et même plus largement, ce qui me donne l'occasion de faire une transition rêvée avec Édouard Montcongibod. Pourquoi, Édouard, avoir créé un comité diversité à TF1? Parce que souvent là aussi, pardonnez-moi, j'utilise beaucoup le on ce soir, mais voilà, ce sont des propos tenus par les uns les autres pour préparer ce débat. Souvent on se dit, ah bah TF1 fait ça, TF1 a fait ça, on n'aurait peut-être pas forcément attendu ça de TF1 d'ailleurs. Le comité diversité de TF1 est le fruit d'une réflexion beaucoup plus en amont et beaucoup plus profonde, qui est de se dire au fond quelle est notre responsabilité en tant que média. La responsabilité de TF1 en tant que média, en tant que première chaîne, en moyenne, tous autour de la salle, je rappelle que nous regardons TF1 1 heure par jour, donc ça fait un 24e de la journée, donc pour vous dire à quel point le poids de TF1 dans la société française et donc dans la formation, la représentation de cette société, dans la fabrication du vouloir vivre ensemble est important. TF1 comme élément constitutif du lien social. Donc à partir du moment où vous exercez cette responsabilité en toute connaissance de cause, vous vous dites comment est-ce que je l'exerce au mieux et comment est-ce que je travaille pour faire en sorte qu'à l'intérieur de l'entreprise mais aussi à l'extérieur, eh bien, tous les efforts convergent en vue de faire progresser cette noble cause. Et on réunit autour d'une même table à la fois la responsable de l'information ici présente, le responsable des programmes, le responsable des RH, le responsable des achats, pour promouvoir les achats responsables en termes de diversité, quelqu'un pour animer, j'ai l'honneur et l'avantage d'exercer cette mission depuis un petit moment, et on réfléchit à la fois ensemble de quelle manière on peut faire progresser cette cause. Alors ça a donné la mise en place de ces formations, de ces doubles cursus de formation, dont Germain Dagonier parlait tout à l'heure, un premier cursus pour les journalistes, et un second cursus pour ceux qui concourent à l'élaboration des programmes. Parce qu'on parle de médias, diversité de l'information aujourd'hui, mais il n'y a pas que l'information. Il y a aussi bien évidemment les émissions de jeux, vous avez la fiction française, vous avez l'ensemble des émissions de flux, les émissions de télé-réalité. Qu'est-ce qu'une émission de flux, Édouard? C'est plutôt une émission de jeu, pardon, effectivement je parle un peu à jargon, mais c'est tout ce qui est peut-être télé-réalité. Voilà, je sais que
un certain nombre n'aiment pas forcément la télé-réalité dans la salle, mais il est pour nous important en tout cas que la diversité de la société française soit représentée dans l'ensemble de nos émissions télé-réalité, qu'on travaille sur toutes ces questions, et puis on travaille aussi en amont, très important de mettre en œuvre ce dont Madame parlait tout à l'heure pour Hewlett Packard, quel process de recrutement pour une société aussi vitrine que TF1 devons-nous mettre en œuvre, quelle place réservée aux travailleurs handicapés dans la société, quelle place réservée aux seniors dans la société pour se montrer digne de notre devoir d'exemplarité. Voilà. Avec une notion de quota ou pas du tout? Alors, pas du tout de quota. Philosophiquement, bien évidemment, d'abord, le Conseil constitutionnel a rappelé les quotas sont strictement interdits en France, pour des raisons de principe d'égalité des pères fondateurs. Et puis parce que ni Nonce Paulini, ni le président de TF1, ni moi-même ne partageons du tout ce point de vue, et que nous préférons mettre en place ce qu'on appelle clairement l'action positive, c'est-à-dire à compétence égale, donner sa chance. Merci beaucoup, Édouard. Stéphane Douane, une question liée là aussi, parce que je sais que ça intéresse beaucoup la salle, les salles d'ailleurs, liée d'ailleurs à votre parcours. Quand on vient comme vous d'un quartier qui est connoté négativement, on va dire ça comme ça, et peut-être stigmatisé, ça on en parlera peut-être tout à l'heure, est-ce qu'il est plus difficile, à compétence égale, je dirais, de trouver un emploi? C'est une réponse compliquée. Quand on est issu de la diversité, c'est compliqué de trouver un emploi. Si on cumule aussi le handicap du territoire et qu'on vient d'un quartier dit sensible, c'est vrai qu'on cumule les difficultés. Et ça s'est vu dans de très nombreuses études où on s'est rendu compte qu'à qualité égale, qu'à diplôme égal, être issu de la diversité, être dans le mauvais quartier, ou être handicapé, c'était discriminant et hautement discriminant pour pouvoir être à la télé, pour pouvoir avoir un poste intéressant dans une entreprise, y compris au niveau politique. Pendant très longtemps, il y a des verrous, il y a une sorte de plafond de verre qui fait qu'à qualité égale, on y arrive plus difficilement. Moi, j'ai été personnellement très content, je sais que Harry est très modeste, mais quand TF1 a osé la diversité, c'était pas oser la diversité, c'était oser le talent. Et la question s'est posée, est-ce qu'il allait faire le même taux de part de marché que le présentateur qui était avant lui. Et je sais que beaucoup de personnes ont regardé et il a fait quasiment la même chose, il a même fait un peu plus. Donc c'est à partir de ce moment-là, une chaîne qui était vue comme une chaîne conservatrice, une chaîne privée, était beaucoup plus en avance que les chaînes publiques, et je pense même que ça a ringardisé durablement France Télévisions, qui avait une vision plus passéiste, plus fausse de ce que pensaient ses auditeurs, de ce que pensaient les Français. Et ça, c'est important que de le dire. Moi, je me rends compte tous les jours, le véritable conservatisme est beaucoup plus fort dans les élites qui sont chargées de choisir les gens qui auront droit à des places plus ou moins importantes qu'à la population. La population est progressiste, la population souhaite voir des hommes politiques à la hauteur, des émissions de qualité et des journaux qui représentent assez bien ceux qui vivent. TF1 l'a bien fait, France Télévisions a pris beaucoup de retard. Et pour répondre réellement à la question, oui, c'est plus compliqué. Et oui, j'en débat avec beaucoup d'autres sur les chartes de la diversité. Je sais que HP l'a fait, TF1 l'a fait aussi. 40 entreprises ont signé il y a une dizaine d'années des chartes de la diversité. Actuellement, plus de 100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises ont décidé à un moment de reconnaître qu'il y avait des difficultés. Il y a un label diversité. Il y a un label diversité. C'est-à-dire que les entreprises ont dit oui, on a un problème, oui, on met en place des mesures sans s'en rendre compte, discriminatoires, oui, il faut avancer, oui, il faut recruter des gens à qualité égale, mais pour cela, il faut mettre en place des processus, il faut mettre en place une formation qui vise à rééquilibrer les discriminations. D'accord, on revient, merci beaucoup. On revient justement sur la même thématique, quelques retours en arrière, par exemple, c'est important pour la cohérence du débat. Bilal Ghazi, vous-même, est-ce que vous avez connu aussi
un parcours plus compliqué qu'un autre, des obstacles pour faire cette carrière que vous êtes en train de faire? Déjà, je pense que c'est un métier où il y a beaucoup de précarité, quelle que soit l'origine. Pour s'insérer dans ce métier, c'est quand même assez compliqué. Aujourd'hui, je pense que j'ai pas envie de me défiler, mais je pense qu'il faudrait peut-être poser la question aux personnes qui auraient pu m'employer avant que j'arrive à l'équipe, sans viser aucun média en particulier, mais est-ce qu'il y a des réticences à des profils, on va dire, différents. Après, moi, pour ma spécificité qui est sportive, malgré tout, pour mon évolution, ça a été un avantage d'être issu des quartiers et d'avoir des originaires de l'immigration, parce que je suis confronté à un public de footballeurs, d'agents, qui pour beaucoup sont issus de ces mêmes horizons. Et je pense que ça a été un avantage de ce côté-là pour pouvoir faire un carnet d'adresse, un réseau, pour pouvoir bosser. Maintenant, le parcours a été difficile. J'ai pas envie ni de passer pour une victime, ni de tirer des conclusions sur le fait pourquoi il a été difficile. Maintenant, je pense que le message le plus important, c'est qu'à force de travail, quelle que soit l'origine, je pense qu'on peut y parvenir. Ça c'est important, c'est le travail et les compétences, et vous êtes doté de compétences puisque vous travaillez pour ce grand journal. Un mot des écoles de journalisme. Harry Roselmack, vous avez fait effectivement une école de journalisme, l'IET de Tours, si je ne me trompe pas. Mais Catherine Nel, on dit beaucoup que les écoles n'ont pas beaucoup évolué là-dessus, et qu'effectivement, les écoles reconnues par la profession, il y en a 13 à travers toute la France, n'ont pas beaucoup bougé par rapport à ça. Est-ce que c'est votre point de vue? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, la plupart des grandes rédactions télévisuelles, audiovisuelles et de presse écrite ne recrutent ou ne recrutaient que à travers ces écoles de journalisme. Effectivement, 13 sont reconnues, d'autres existent, mais 13 sont reconnues par la profession. Et ces écoles, qui sont des écoles où on arrive la plupart du temps après Bac +2, +3, voire +4, ont été pendant très très longtemps des écoles qui finalement ont refusé consciemment ou inconsciemment d'ouvrir leurs portes à la diversité sous toutes ses formes. Comme les rédactions effectivement ne faisaient que regarder le recrutement dans ces écoles, il y avait un effet, non pas boule de neige, mais voilà, on n'arrivait jamais à sortir de ce cercle, non pas vertueux mais vicieux, qui faisait qu'on se retrouvait avec des journalistes quand même assez formatés. Les écoles, je pense, ont pris la dimension de ce problème, tout simplement parce que les rédactions aussi leur ont dit on ne peut pas continuer comme ça. Alors, bien sûr qu'il y a d'autres moyens. À TF1, on a créé une fondation, on n'embauche pas, mais pendant 2 ans, on a des contrats d'apprentissage avec des élèves que l'on forme dans des écoles de journalisme, des écoles de techniciens, ou pour différents métiers d'ailleurs au sein de TF1, pendant 2 ans. Ça nous permet au terme de ces 2 années, soit de recruter ces élèves qui sont devenus journalistes, si l'on estime qu'ils ont les compétences pour le faire. Il n'y a pas de traitement de faveur, mais il y a au moins une possibilité d'avoir des horizons différents, d'avoir des profils différents, d'avoir des cultures différentes. C'est le cas dans la rédaction de TF1, on a maintenant 3 ou 4 journalistes issus de ce mode de recrutement d'apprentissage. Les autres, s'ils ne restent pas à TF1, au moins on les a formés. Au moins ils ont ça sur leur CV, au moins ils ont vu comment fonctionnait une rédaction, et puis on espère qu'ils peuvent tirer profit aussi de toute cette expérience pour trouver du travail ailleurs. Malheureusement, on ne peut pas tous les prendre, et ils n'ont pas tous d'ailleurs le talent de journaliste télévisuel, parce que c'est un métier précis à part entière. Donc, cette notion de compétence, je pense que, comme vous, qu'elle est très importante. Donc, oui, les écoles évoluent. On est parfois obligé d'emprunter des chemins de traverse, mais je pense que maintenant, ces écoles ont conscience du problème. Elles le font de manière différente, de manière plus ou moins proactive, on va dire, mais petit à petit, mais vraiment petit à petit, on voit effectivement émerger des élèves qui n'ont plus tout à fait le même profil. Je pense que c'est très long, et je pense que la méthode que TF1 a adoptée, c'est-à-dire de se décadrer un peu et d'aller chercher une solution peut-être plus directe, est néanmoins la bonne, parce que ça va prendre encore des années pour les écoles de journalisme. Et parce qu'effectivement, Harry Roselmack, c'est important, j'imagine, que les rédactions soient d'une certaine manière le reflet de la société. Ça, c'est une première question. Une deuxième, pour poursuivre sur les écoles, vous aviez le sentiment, vous, d'être un extraterrestre, d'être un cas à part, ou pas du tout? J'étais le seul étudiant incarnant la diversité ethnique de la France dans ma promotion. Mais c'est vrai que ce qu'il faut dire peut-être à la décharge des écoles, c'est que
on observait une plus grosse proportion d'étudiants incarnant la diversité dans les formations qui aboutissaient à une pratique libérale, c'est-à-dire où on comptait que sur soi-même pour travailler, où on ne devait pas être embauché par tel ou tel. Je m'explique, médecine, il y a une tradition d'étudiants issus de l'Afrique francophone et de l'Afrique et du Maghreb dans ces formations-là, parce que médecin, on s'installe à son compte. Dans le droit aussi, il y a pas mal d'étudiants d'origine. Pourquoi? Parce que effectivement, on estime qu'on est plus maître de son destin au terme de ces formations-là que dans des formations où on doit être recruté par une chaîne de télé ou par un employeur X ou Y. Alors, l'un des effets, j'espère, de ce qui m'arrive, de ce qui arrive à d'autres et de ce qui est en train de changer, c'est qu'il n'y aura plus d'autocensure de ce type. Et que un jeune aujourd'hui qui veut être journaliste, il va faire les études pour être journaliste, il va faire une école de journalisme, et effectivement, ça permettra d'alimenter davantage les rédactions que ça n'est le cas aujourd'hui. Voilà, sinon, non, la question c'était une rédaction doit être ou pas oui, bien sûr. un reflet de la société, et c'est important, et c'est une prise de conscience aussi importante qui, je crois, depuis quelques années quand même, est davantage là. Oui, c'est important, et pas que pour la forme, c'est important aussi pour la sensibilité. Claire et Germain nous l'expliquait tout à l'heure, fabriquer un journal, c'est une œuvre collective, c'est de l'échange, c'est de la discussion, c'est de l'enrichissement des uns par rapport aux autres. Et tout comme dans une rédaction, il y a des gens de tout bord politique, il y a des gens de tout âge, il doit y avoir des gens de toutes origines. Ça fait partie effectivement de ce qui fera un journal au final qui va ressembler à son public. Salera Benarbia voulait réagir, elle va réagir avant que je pose la question. Je vais lui poser, c'est très bien, donc ça c'est vivant. Moi je voulais juste dire à Bilal que on peut être embauché au Dauphiné Libéré quand on est issu de la diversité, puisque j'en suis un peu la preuve. Alors c'est vrai qu'on est d'accord pour dire que c'est pas facile, qu'il faut s'accrocher et que bon, c'est un peu pour tout le monde pareil, un peu plus pour ceux qui sont issus de l'immigration. Mais c'était aussi pour dire que chacun son parcours. Si tu n'as pas été recruté à ce moment-là, peut-être que voilà, ça s'est pas fait à ce moment-là. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, moi, j'ai été embauchée au Dauphiné Libéré sans avoir entre guillemets, à galérer, sans avoir à multiplier les CDD. Bon, c'est bien de le dire aussi, on n'est pas tous voués à porter un gros boulet, on s'accroche, on fait des études, on fait ce qu'il faut faire, et parfois ça arrive aussi. Donc voilà, c'était juste pour dire. D'accord. Si je peux rebondir. Oui, mais rapidement, parce que. Oui, mais surtout pas que on puisse être interprété comme de l'amertume, parce que c'est pas le cas. Je remercie le Dauphiné Libéré pour ce qu'il m'a apporté et pour la confiance qu'il m'a témoigné. Et c'est mon parcours, c'est ce qui m'a permis de grandir. Et je dois beaucoup de choses à des gens du Dauphiné Libéré qui sont présents, et je les remercie d'ailleurs. D'accord. Alors, quand je vous ai eu au téléphone il y a quelques jours pour préparer ce débat, vous m'avez dit une phrase qui m'a assez marqué. Vous m'avez dit je vais finalement en banlieue, j'y vais en quartier populaire, en banlieue, parce que j'ai envie d'y aller. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette phrase? Oui, c'est vrai que j'aime bien y aller. Alors, d'abord parce que quand le sujet l'impose, malheureusement, c'est vrai que des fois on est confronté à des faits divers qui ont lieu en banlieue. Et donc, pour moi, le principal, ce qui est important, c'est d'aller voir les principaux concernés, d'aller voir les gens qui habitent là-bas, en banlieue, comme on dit en banlieue, dans les quartiers. C'est d'être aussi confronté à la réalité du terrain. Il y a le fait divers tel qu'il est, effectivement, il faut le traiter, c'est comme ça, on est journaliste, on est obligé de le traiter. Mais il n'y a pas que ça. Le fait divers, il est aussi, il va toucher aussi ces gens-là, il va toucher aussi les gens du quartier, parce que je fais notamment référence à ce qui s'est passé à la Villeneuve en 2010 avec les événements. On ne peut pas résumer ce qui se passe, on ne peut pas résumer 12 000 habitants à un fait divers. Donc j'aime bien y aller dans les... Là c'était la Villeneuve, j'aime bien y aller parce que ça permet aussi de casser mes propres a priori aussi, mes propres images, ce que je pense
de ce quartier-là. Et à chaque fois que j'y vais, alors au début c'est... Et vous avez été accepté au moment des événements ou pas? Alors au moment des événements de la Villeneuve en 2010, beaucoup plus facilement. Parce que vous aviez fait tout un travail de fond aussi pour voilà. d'autres choses que des faits divers, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Catherine. Nous, Dauphiné Libéré, on est information de proximité. On ne traite pas que des faits divers à la Villeneuve. La Villeneuve, ça a 40 ans, c'est un quartier qui fête ses 40 ans cette année. C'est un quartier qui a une grande histoire, qui a une belle histoire. Et dont vous parlez. Et dont on parle, et on est là quand il y a la fête aussi. Je veux dire, on n'est pas, on n'y va pas uniquement que quand il y a un fait divers, heureusement. Alors, c'est vrai que grâce à ça, on est mieux accepté. Mais c'est pas évident parce que forcément, on est mis dans une bulle médiatique. Et dès lors qu'il y a un fait divers qui intéresse aussi les médias nationaux, eh bien, on est un peu mêlé. Et effectivement, au début, ça a été un petit peu difficile parce que les gens n'aiment pas être montrés du doigt. Mais lorsqu'on dépasse le côté électrique, parce que je peux vous dire que des fois c'est vraiment pas simple, surtout avec les jeunes. Mais quand on a dépassé ce moment-là un peu électrique, un peu d'agressivité, et ben moi je m'en trouve toujours enrichi. Je trouve que c'est vraiment un quartier, bon, je parle du quartier de la Villeneuve, mais il y a aussi le quartier de Mistral, et c'est des lieux où il y a vraiment une vraie richesse, un tissu associatif, il y a des éducateurs qui bossent énormément. Et c'est vrai que la presse écrite a un maillage aussi voilà, très important, hein, des localiers, comme on dit, tout à fait. Qui sont au plus proches des préoccupations des habitants, des initiatives des habitants. Ça aussi, ça exactement. doit participer au fait que ce soit peut-être un peu plus facile dans d'autres moments. Voilà, tout à fait. Alors c'est un peu plus facile, mais pour l'événement de Kevin et Sofiane, par exemple, ça a été le moment le plus difficile que j'ai connu. Alors c'est normal, l'événement aussi l'impose, mais ça a été très difficile, et pas seulement au niveau pas seulement au niveau du contact avec les jeunes, le contact avec la population de manière générale, ça a été vraiment, il a fallu du temps. D'accord. Merci beaucoup. Rémi Khalifi, justement, par rapport à toutes ces questions-là, il y a deux mots que vous aimez bien marier, c'est le vivre ensemble. Qu'est-ce que c'est le vivre ensemble? Alors, on va pas être copains. Ah. Parce que justement, moi, le vivre ensemble, ça a été tellement galvaudé, c'est un mot valise, ça dépend ce qu'on met derrière. Justement, vous allez nous dire ce qu'on met derrière ces mots-là. Oui, je crois qu'il y a même des militants d'extrême droite qui commencent à parler de vivre ensemble. Non, mais moi, je dis toujours que les mots ont leur importance. Vivre ensemble. Alors, ça peut s'arrêter à on partage un espace. Simplement, ça peut être ça. Je vis à côté de mon voisin, je vis ensemble. Moi, je vais plus loin. Moi, je suis pour le faire ensemble, le construire ensemble, autour d'un projet, avec les valeurs de la République. Je pense, Claire Chazal est partie là, mais vous voyez, aujourd'hui, rien ne nous prédestinait à nous rencontrer. On évolue dans deux mondes complètement différents, mais c'est cette volonté commune de donner une autre image des quartiers, la vraie image des quartiers qui nous a rassemblés ce soir. Donc voilà, pour moi, c'est véritablement une rencontre. Une rencontre. Sauf qu'aujourd'hui, qui aboutit d'ailleurs à du faire ensemble. Qui aboutit à du faire ensemble. Et on essaie de construire, on essaie d'être des citoyens éclairés, de participer à la vie de la cité, d'améliorer la société dans laquelle on évolue. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, c'est difficile de faire ensemble. C'est difficile parce qu'on sort de l'ère Sarkozy, qui nous a dressés les uns contre les autres. Hein, les chômeurs contre les salariés, le privé contre le public, musulmans contre le reste du monde, avec le discours de 2010. C'était plus facile de faire ensemble il y a une dizaine d'années, par exemple. Oui, il était plus facile de faire ensemble dans les années 80, quand les quartiers n'étaient pas stigmatisés, parce que on mettait en valeur les forces vives. Alors, la banlieue était perçue, on disait il y a des problèmes sociaux dans la banlieue. Aujourd'hui, la banlieue devient un problème social. Donc c'est ce changement-là ça s'est inversé. Voilà. Alors la banlieue, c'est devenu une zone de non-droit. C'est devenu un lieu où ne vit que la racaille et des barbus. Donc on est dans la caricature, on est dans un islam qui serait rigoriste et prosélytique. On est complètement dans la caricature. Et j'en veux pour preuve l'anecdote du Parisien, alors je ne sais plus c'était quelles émeutes, qui va dans un quartier et qui demande à un passant de lui présenter les racailles. Ça, c'est véridique. Hein. Donc voilà où on en est
On a complètement stigmatisé nos quartiers. Donc là, ça devient effectivement difficile. Donc le politique y a largement contribué. Donc la réponse est simplement sécuritaire. Du coup, ça dédouane aussi l'État de son rôle social. On met plus de gendarmes, il en faut. On met plus de forces de police, il en faut aussi. Mais du coup, on se dédouane de tout l'aspect social. Quid de l'école de la République qui ne joue plus son rôle d'ascenseur social. Je vous rappelle quand même un récent rapport de la Cour des comptes qui explique que 10% des jeunes issus des quartiers populaires obtiennent leur bac. C'est quand même quelque part qu'il y a un problème. Donc il y a le côté politique, et je me retourne aussi vers mes amis journalistes. Et médiatiques, bien, hein. J'allais pas les louper. Bah non, on est là pour ça, ce soir. Pour ça. Mais je suis contente parce que pour une fois on peut dire les choses. Exactement, et on est Donc les médias, je pense, ont largement contribué à stigmatiser nos quartiers. Parce que maintenant, du coup, dans l'inconscient collectif, déjà, par les mots utilisés, quand on parle de violence urbaine, on parle de jeunes. Donc, du coup, dans l'inconscient collectif, le jeune, c'est quelqu'un issu des banlieues, avec un survêtement, une casquette, et souvent ici de l'immigration post-coloniale. Quand on parle de jeunes, c'est souvent ça qui nous est mis. D'ailleurs, le mot en plus, violence urbaine, j'ai fait des recherches, c'est le nom qui est dédié à une section des renseignements généraux. Donc, même les médias utilisent la sémantique sécuritaire. Le jargon des policiers. Ah oui, violence urbaine. Donc, effectivement, on a une image, vous avez traité vraiment les quartiers populaires comme si c'était une entité complètement homogène. Comme si, voilà, il y avait que des barbus et des racailles, donc c'est encore plus difficile pour les hommes. Et moi j'y vois deux causes. La première, c'est qu'effectivement, il y a une concurrence exacerbée des médias. Donc on veut faire de l'audimat à tout prix. Je parle des médias dominants, je ne parle pas des médias alternatifs type Bondi Globe. Pardon. Voilà, donc il faut faire des médias. Et la deuxième source, que moi j'y vois personnellement, c'est la représentativité de la diversité, de social et ethnique. Pas assez de journalistes qui vivent dans ces quartiers, qui ont vécu dans ces quartiers et qui peuvent justement apporter leur expérience. Donc moi j'y vois principalement ces deux raisons effectivement où les médias. D'accord. Catherine Bell, je voudrais juste terminer par un proverbe africain. Oui, bien sûr. Voilà. C'est pas encore parti, j'espère. C'est pas encore parti, qui résume très bien la situation, qui dit que l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. C'est bien qu'on mette un peu en lumière la forêt qui pousse. Je vais parler des Chirolles, parce que je suis échiroloise. On a un tissu associatif, on a un vivier associatif très important. Et moi, je milite avec des Mohamed, des Salima, des Rania, mais je milite aussi avec des Thomas, des Françoises, des Maria, pour essayer d'améliorer le quotidien des quartiers. Et si on pouvait un peu parler de la forêt qui pousse, ça nous ferait du bien, je pense. Vous y accueillerez. Pour certains médias et même pour beaucoup de médias. Mais Harry Rosenbach souhaitait réagir. Non, c'est... Et avant de laisser la parole à la salle et avant de préparer vos questions. C'est bien de parler avec ces tribus, mais on ne dénonce pas une caricature par une autre caricature. C'est-à-dire que on ne peut pas nous accuser d'avoir des a priori sur la banlieue et de montrer une image sciemment déformée de la banlieue en ayant soi-même un regard déformé de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. J'ai un peu le sentiment, mais je suis prêt à en débattre. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'il faut qu'on assume des erreurs passées. On est aujourd'hui dans l'héritage d'un certain nombre de programmes, dont certains sur TF1, Droit de savoir par exemple, l'émission qui a fortement marqué ses nombreux téléspectateurs. Il y a de ça de nombreuses années, ça arrive en quelle année cette émission? 90? Plus que ça. Et aujourd'hui encore, on est jugé à l'aune de l'image
qui a été construite par ce type d'émission. Les choses ont énormément changé. Et comme vous le disiez tout à l'heure en vous appuyant sur un proverbe africain qui est très vrai, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on fait un sujet légitime sur une difficulté ponctuelle dans un quartier de banlieue, cette information, Catherine l'a dit tout à l'heure, cette information va, en termes de perception par les gens, être beaucoup plus forte que tous les sujets que nous faisons. On peut vous en donner la liste, mais que soit vous ne voyez pas, soit ne vous marquent pas, qui sont des sujets qui racontent aussi autre chose de la banlieue, qui montrent autre chose de la banlieue, des initiatives positives, des associations. J'ai moi-même, dans le cadre de documentaires, où là c'est encore plus simple, d'avoir une image qui ne soit pas une image caricaturale, parce qu'une image beaucoup moins anglais, quand on parle d'angle, c'est-à-dire que quand vous êtes sur de l'info JT, de l'info news, vous allez traiter une information, qu'elle soit positive ou négative, et vous ne traitez que cette information. Quand vous êtes sur du format magazine, et encore mieux sur du format documentaire, vous avez une vision beaucoup plus globale. Et nos immersions, qui sont vraiment une émission d'exploration, c'est-à-dire qu'on se plonge dans un univers, quel qu'il soit, et on en montre différentes facettes, permet de donner une image plus globale et donc moins stigmatisante. Mais vous ne pouvez pas demander à des journalistes de ne pas traiter des informations, des faits, qui sont des faits qui relèvent du news et qui relèvent de la fonction même du journaliste. Ça, c'est très compliqué. Catherine Nel, et on reviendra à vous. Avant de donner vraiment la parole à la salle, j'y tiens beaucoup. Moi, il y a deux choses que je voudrais dire. La première, c'est chiche, aidez-nous. Aidez-nous à pouvoir faire ce type de sujet, parce que, encore une fois, c'est pas toujours très évident. La deuxième chose, c'est, moi, je ne pense pas, autant je trouve que, comme le disait Harry ou Claire tout à l'heure, il faut que nos rédactions soient à l'image de notre société. Sinon, on ne pourra jamais jouer sur le contenu. Ça, c'est très important. Mais en même temps, il ne faut pas envoyer en banlieue des journalistes qui viennent forcément de banlieue. D'ailleurs, ils ne le veulent pas. Il y a maintenant plusieurs journalistes qui sont à TF1, qui sont des journalistes qui soit ont été embauchés grâce à la Fondation, soit qui viennent des écoles. Ils n'ont pas envie non plus de se spécialiser dans le traitement de la banlieue, tout comme on n'en voit pas au Mali, ou en Afghanistan, ou dans les hôpitaux, des gens qui ont une culture spécifique de ce problème. Donc je ne crois pas qu'il faille forcément, pour rendre compte d'une réalité, en tout cas c'est notre métier, celui d'appréhender une réalité qui nous est peut-être, étrangère au départ. Mais tous les journalistes doivent pouvoir se rendre en banlieue pour faire leur boulot, pour faire leur travail, pour être effectivement dans l'examen de faits et non pas dans le ressenti personnel d'une situation. C'est plus ou moins facile, il faut le faire, ça c'est une évidence. Donc faisons-le ensemble pour le coup. Ok. Une réponse de Aurélia Khalifi. Oui, alors je vais juste répondre à Henri. Non, Luc. Alors j'estime ne pas être dans la caricature. Vraiment. Vraiment. J'entends bien la bonne volonté qui est la vôtre, et votre présence ici en témoigne, justement d'essayer d'améliorer les choses. Mais je vais vous dire pourquoi je ne suis pas dans la caricature. Parce que moi j'en ai un peu marre de voir tout le temps des reportages sur la délinquance dans les quartiers. Ce que je reproche, c'est l'équilibre. Je vais juste terminer. C'est le manque d'équilibre, ce que je reproche. Et je vais vous donner un exemple par rapport à mon vécu, à ce que j'ai vécu, moi ce que j'ai vécu, on parle avec son histoire, son patrimoine, moi ce que j'ai vécu lorsqu'il y a eu le meurtre de Kevin et Sofiane. Je vais vous juste parler de ça. À un moment, il y a une dame qui s'est exprimée lors de la venue de François Hollande en expliquant que ici c'est le Texas. Donc elle a parlé avec ses tripes, elle a une histoire qui certainement lui fait dire ça aujourd'hui. Moi je ne jette pas la pierre. Sauf que, et je peux en témoigner parce que nous à la MJC on a été un acteur central justement pour l'organisation de la marche blanche. Je peux en témoigner. Donc tous les médias l'ont sollicité. Tous. D'ailleurs, elle est passée de partout. Tous. Parce que pourquoi ? Effectivement, de dire que ici c'était le Texas, elle a interpellé le président, on cherchait du sensationnel, alors que les acteurs locaux se
ceux qui travaillent et qui portent une voix différente pour dire ben non, à Échirolles-les-Granges, c'est pas le Texas. Non, à Échirolles, ça se passe bien parce qu'il y a de la mixité et on vit bien. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le point de vue de cette dame est infondé et qu'on n'a pas le droit de lui donner la parole. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que vous ne parlez pas de la maman. J'ai dit qu'on n'a pas donné la parole aux autres acteurs. La maman de Kevin, moi la parole arrive aux Olmac. J'ai entendu, moi, sur tous les médias aussi, la maman de Kevin, vous n'en parlez pas, qui a eu un discours exemplaire, qui a été extrêmement bien et qui l'a touché. C'est des propos stigmatisants sur les quartiers, ça n'est pas vrai. C'est peut-être ceux qui vous interpellent le plus. C'est vrai ceux ou qui pas? vous révoltent. Et c'est vrai ou pas qu'on lui a donné la parole? Mais factuellement, on a donné la parole à cette dame, mais on a aussi donné la parole à d'autres voix qui étaient des voix positives, qui étaient des voix de... Ah bah si. On a donné la parole aux parents et heureusement, parce qu'ils ont porté en plus un message de paix, de fraternité. Il y avait besoin et ça faisait du bien. Donc effectivement, on a donné la parole aux parents et moi je m'en réjouis la première. Mais ce que je vous reproche, c'est pas je jette pas la pierre. Effectivement, elle a besoin de s'exprimer et chacun doit s'exprimer. Ce que je vous reproche, c'est ce manque d'équilibre. Mais ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est qu'on fait des sujets qui sont des sujets hors contexte de crise et qui sont diffusés dans nos journaux, sauf que ces sujets-là, ils marquent moins l'opinion et que ces sujets-là, on les voit moins. On a diffusé juste un sujet ce week-end. Sur Échirolles, on a diffusé à la fin de l'année 2012, dans des reportages, on voulait revenir justement à froid sur une situation, pour essayer de dépassionner, on va dire, le débat. Et on a fait un reportage de 3 minutes 30 à Échirolles, donc 4 mois et quelques après, en donnant la parole à tout le monde, sur une distance qui, dans un journal télévisé, permet d'aller un peu au-delà, effectivement, que des sonores, c'est-à-dire des interviews de 20 secondes qui, effectivement, ont tendance à schématiser, pas forcément caricaturer, mais schématiser. Donc on le fait aussi. Et on l'a fait à la fin de l'année, par exemple, pour Échirolles. C'est dommage parce que la mixité qui est au centre du quartier, qui est au centre de la ville, elle n'a pas été sollicitée. S'il vous plaît, on va donner la parole à la salle parce que c'est vrai que le temps passe très rapidement, parce qu'il y a un message qui me paraît très important à passer. On parle beaucoup du rôle de l'État, des médias, de nous par exemple, recruteurs, des entreprises. Et je pense que les personnes issues de cette diversité, donc par exemple certains jeunes, mais pas que les jeunes, ont un grand rôle à jouer ici. Je reprends les propos de Bilal, c'est-à-dire qu'il a fait de son origine un atout dans le milieu du foot en l'occurrence et des agents. Nous, ce qu'on voit dans notre programme international à HP, c'est que les personnes issues de la diversité sont multiculturelles et donc ont une capacité d'adaptation dans les équipes internationales énorme, sont extrêmement débrouillards et ont la niaque et la motivation pour avancer. Donc moi, le message que j'aimerais passer, c'est que les jeunes également ont un rôle, alors vous avez raison, il ne faut pas dire des jeunes, donc je vais un peu vite parce qu'il me vient vite, ont un rôle à jouer en ayant confiance en eux, en vendant leurs différences et en montrant en quoi elles peuvent apporter un atout à l'entreprise, aux médias, etc., par cette différence qui va apporter un autre point de vue. Donc mon message, c'est de dire aux jeunes, ayez confiance en vous et vendez-vous avec tout ce que vous avez. Merci pour cette éclairage. Alors j'aimerais bien que chacun puisse se présenter et adresser la question éventuellement à quelqu'un, et on se présente. Où sont les micros? S'il y a des questions au premier rang là. Ah, au deuxième. Devant. Voilà, le micro peut être ramené au deuxième rang et au troisième rang. S'il vous plaît. Voilà, ici. Alors, attendez, parce que là, il y a... Ah oui, pardon. Alors, allez-y, puisque vous avez le micro, je vais... En fait, j'aimerais juste faire la bise à... Vous vous présentez, s'il vous plaît. Je m'appelle Raphaël Nicolas, je suis en terminale lycée et je voulais juste faire la bise à Henri Roselmack. Bien.
près, parlez bien près du micro pour que vous entendiez. Je voulais savoir qui est-ce qui détermine la manière de traiter les sujets des JT. Est-ce l'audience? Alors, une question personnelle. Si c'était ça, ça voudrait dire qu'on a une recette et que tous les jours, on atteint le maximum de l'audience espérée. Or, c'est pas aussi simple que ça, et donc c'est pas ce qu'on pratique. Le journal de TF1, c'est à la fois un journal qui doit être un journal basé sur la proximité, et puis aussi basé sur le résumé d'une actualité qui est nationale ou internationale, avec la puissance du média que nous sommes. Donc il faut avoir les bons invités au bon moment, il faut que Florence Cassé vienne chez nous, il faut que François Hollande vienne faire son interview importante chez nous, il faut que Zlatan Ibrahimovic parle à Claire Chazal et à personne d'autre. C'est aussi ça, TF1. Mais il n'y a pas de recette, il n'y a pas de... comment dire, il faut mettre un peu de faits divers, un peu de violence, un petit peu de politique, et vous concluez par du sport et de la culture et vous avez un bon journal. Ça marche pas comme ça, et fort heureusement. Après, il y a beaucoup d'échanges sur les thèmes que nous développons. Il y a des sujets qui s'imposent, d'autres moins. On essaye de plus en plus de faire des choix, parce que vous croulez sous les informations, on croule tous sous les médias, que ce soit la presse digitale, que ce soit les gratuits, que ce soit la presse quotidienne, les radios, les télés, les chaînes info. Il y a énormément de médias qui font de l'information maintenant. Donc on essaye sur TF1 à 13h et encore plus à 20h, vous avez eu toute une journée pour vous informer, de faire des choix et de dire quels sont les choix que nous, on estime à la rédaction de TF1 être les choix d'informations qu'il faut garder, qu'il faut conserver, qu'il faut avoir en mémoire, et le plus que l'on peut vous apporter. Le point de vue de quelqu'un, l'interview, l'information sur la situation nationale, internationale, le décryptage, les cartes, les chiffres, c'est ce qu'on essaye de faire un maximum, tout en considérant qu'il faut aussi dans un journal, parce qu'un journal c'est comme la vie, il y a des catastrophes, c'est sûr, il n'y a pas que des catastrophes, il y a aussi des informations positives. On ne fait pas que pleurer dans sa vie, fort heureusement, même quand on est dans des situations douloureuses. Donc on estime aussi que ce journal, il faut qu'il soit l'écrin pour des initiatives personnelles, pour marquer aussi parfois l'économie qui n'est pas forcément en très bon état en ce moment, d'initiatives, de secteurs qui fonctionnent, de secteurs qui embauchent. Donc d'avoir aussi cet équilibre-là dans notre journal, de l'actualité souvent douloureuse, violente et lourde, mais aussi d'autres choses que nous apportons. Voilà, donc il n'y a pas de recette, en tout cas on ne la connaît pas, et je n'ai pas l'impression qu'autour de nous, les gens la connaissent. Alors avant que la parole continue à circuler dans la salle, Faisal Douane souhaitait intervenir. Juste un point, la Villeneuve, c'est un quartier fantastique, c'est un quartier populaire, et moi j'ai vécu 10 ans et 10 ans de bonheur. J'aimerais dire que dans la globalité, où l'on doit juger l'action d'une chaîne, d'un média que de presse écrite, il est très important de considérer les banlieues comme n'étant pas uniquement des lieux où il se passe des choses catastrophiques. Je pense qu'il est important, y compris les grandes chaînes, quand ils cherchent un médecin, un professeur, cherchent aussi des gens qui sont issus de la diversité. C'est aussi ce qui permet le mieux vivre ensemble, le faire ensemble, pouvoir vivre dans notre belle ville de Grenoble. Donc pas uniquement, c'est vrai, quand il y a des sujets catastrophiques comme la Villeneuve, il faut en parler. C'est vrai, il ne faut pas mettre sa tête dans le sable, c'est catastrophique pour les gens qui sont morts, pour la population, pour l'image du quartier. Mais à la Villeneuve, il y a des gens qui viennent d'autres horizons, qui font vivre le monde associatif, qui ont fait des études ou d'autres pas, mais qui ont une vie honnête. Et ces gens-là doivent aussi être montrés dans les journaux. Entendu, merci beaucoup. Alors, je crois que c'est déjà ce qui se passe, hein. On a déjà beaucoup dit, c'est quand même déjà ce qui se passe, et parfois, malgré tout, et je dis un mot sur l'éducation nationale, parce que j'ai été assez frappé quand je dirigeais notamment le service société, avec l'école dans le giron de ce service-là, quand je recevais des professeurs, des parents d'élèves parfois, des recteurs, bref, tout le monde me disait, mais vous faites que des sujets sur la violence à l'école. Or, il se trouve qu'un jour, je me suis dit, on va essayer d'objectiver en quelque sorte cette histoire-là, et j'ai fait sortir les sujets, alors certes, des femmes, bon, je ne suis pas intéressé forcément d'autres médias, et je me suis rendu compte que 85% des sujets étaient des sujets qui avaient trait à l'école et pas à la violence à l'école ou à ce qui peut se passer autour de l'école. Donc bon, alors, mais je suis d'accord avec vous, il faut montrer, et ça c'est notre souci et c'est notre obsession,
regarder aussi ce qui se passe indépendamment de grands moments d'actualité comme les événements dont on parlait tout à l'heure les uns et les autres. La parole à la salle, et dans l'autre salle, je crois qu'il y a beaucoup aussi de spectateurs, m'écrit-on, qui souhaitent avoir un micro. Je ne sais pas si on peut leur apporter un micro, en tout cas ici, la parole. Bonsoir, je m'appelle Sevda, je fais partie de... Bonsoir. Je fais partie de la MPC de SNOS, et je voudrais savoir que faut-il faire pour que les médias parlent plus positivement des... Non. Que faut-il faire pour que les médias parlent plus positivement des quartiers? D'accord. Bon, on a déjà un petit peu abordé cette question-là, mais qui souhaite prendre la parole? Alors, je ne suis pas du tout média, mais en revanche, ça fait dans 5 points que je n'ai pas abordé. Quand on essaie de valoriser les expériences positives, je citerai par exemple l'association Nos quartiers ont du talent, qui est une association qui aide à l'accès des jeunes à l'emploi, qui sont Bac+4, Bac+5, on parle encore de compétences, donc la compétence elle est là, à partir du moment où on est Bac+4, Bac+5. Et cette association est extraordinaire pour permettre aux jeunes de redonner confiance. Donc le système, on a signé un partenariat avec eux, de parrains et marraines en entreprise, des jeunes de nos quartiers ont du talent, et nous les coachons au quotidien sur les codes de l'entreprise, avoir confiance en soi, revoir le CV, l'entretien. Et souvent, c'est ce qui leur permet d'accéder à l'emploi en 6 mois, alors que la moyenne en général pour un jeune de trouver un emploi, c'est 1 an. Donc je pense que valoriser des initiatives comme celle-là, qui sont très, très concrètes, pourrait être une bonne chose. Bonne idée. Salia Benarbia, vous souhaitez intervenir? Pour répondre à la jeune fille, si elle veut qu'on parle d'elle, enfin pas d'elle, mais des actions beaucoup plus de manière positive, eh bien, écrit au Dauphiné Libéré, tu verras, il y aura un article, déjà. Bon, voilà, ça c'est gagné. Mais plus largement, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis demandé s'il n'y avait pas un point de non-retour avec justement la population issue des quartiers, parce que même lorsque je vais à la rencontre de la population, il peut arriver parfois même souvent, que j'ai beaucoup de réponses négatives. On ne veut pas témoigner, on ne veut plus témoigner. On n'a plus envie. À partir du moment où je me présente en tant que... Alors, c'est pas parce que moi je suis issue de la diversité que c'est plus facile pour moi, c'est pas vrai du tout, faut pas l'imaginer. C'est pas... à partir du moment où je viens en tant que journaliste, eh bien les a priori sont aussi de l'autre côté. Et c'est vrai que même quand je veux parler de choses parfois positives, c'est non. Ça c'est un vrai paradoxe, parce que d'un côté on entend ce que disait tout à l'heure l'industrie, et d'un autre côté, parfois même pour parler de choses d'initiatives positives, même pour les montrer, parfois c'est compliqué d'aller tourner en banlieue. Alors on a évidemment des contacts avec les associations, vous encore plus que nous, mais parfois c'est compliqué. C'est un petit peu compliqué, donc c'est vrai que je suis souvent confrontée à ce paradoxe où quand je vais voir souvent des jeunes filles d'ailleurs, les jeunes filles dans les quartiers, elles ne veulent pas s'exprimer. Elles n'ont pas envie, même de manière anonyme. Alors que moi, je suis intéressée, j'aimerais savoir ce qu'elles ont dans les tripes, ce qu'elles ont dans leur ressenti. Et des fois, je me dis qu'il y a peut-être un point de non-retour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel que soit, même si on fait notre mea culpa, même si on se dit, effectivement, on s'est peut-être trompé, peut-être qu'on n'est pas assez allé voir toute la population dans son ensemble, eh bien, ça ne fonctionne plus. On ne nous fait plus confiance d'une manière générale. Alors, je ne vais pas généraliser, c'est pas tout le monde, heureusement, parce que sinon, on ne pourra jamais faire de témoignage. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte, et surtout, effectivement, après les événements de Kevin et Sofiane, ça a été... moi, j'avais envie de comprendre, d'essayer de savoir ce qui s'est passé, mais surtout de savoir comment on peut en arriver là. Et dépasser le fait divers, parce que bon, une fois qu'on a traité le fait divers, le drame reste. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai été confrontée à des gens, des murs, quoi. Et c'est pas simplement des jeunes, hein. Les jeunes ils le manifestent de manière agressive, mais je veux dire, tous les âges, les gens de tous les âges ne voulaient plus, voilà, c'était un véritable mur, et c'est vrai que là c'est un peu compliqué. Merci pour ce témoignage. Oui, mais très rapidement, parce que je vois que la salle, pendant que des questions, il y a beaucoup de mains qui se lèvent, donc il faut laisser la parole à la salle. On t'accueillerait avec plaisir. Super. Nous, justement, voilà. Non, mais c'est important de le dire. C'est important de dire parce que nous, on essaie justement de mettre en valeur nos initiatives.
n'a pas l'écho de la presse. Donc voilà, mais par exemple, Envoyé spécial, justement, fait un reportage sur justement l'après-Kélénie Sofiane et veut donner la parole justement aux jeunes, aux associations pour voir justement comment ce collectif s'est créé, donc ils sont les bienvenus. Merci beaucoup. Bonjour à tous, c'est moi, je suis juste là. Donc je suis étudiant à l'Institut de communication et des médias d'Échirolles. Et je voulais poser une question, oui, bonsoir, à Harry Roselmack, Catherine Niel et tous les dirigeants de l'information de TF1. Déjà, dans un premier temps, je vais défendre un peu mes impôts. Vous avez dit que France Télévisions était en retard. Mais c'est quand même eux qui ont mis en premier une femme de couleur de peau noire en 2003. Donc voilà. Non, c'est pas moi, c'était le monsieur juste là. Donc voilà. Juste premièrement. Et deuxième question, c'était pour savoir si Harry Roselmack s'il peut répondre, ou plus généralement les autres dirigeants. Est-ce que vous avez l'impression d'être issu d'une discrimination positive? Malgré tous vos talents, on ne conteste pas, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on vous a choisi aussi pour votre couleur de peau? Donc deux très bonnes questions. Pour répondre à la première rapidement, on n'est pas dans une course, on n'est pas dans qui a fait quoi en premier. Moi je pourrais répondre que Christine Kelly était sur LCI dès le début des années 2000. Bon, on n'est pas là pour faire une course, et la diversité, ça n'est pas une figure à l'antenne. Moi je ne suis pas la diversité, Audrey Pulvar n'est pas la diversité, Christine Kelly n'est pas la diversité. La diversité, c'est un travail de fond, c'est un travail en lien avec la société. Ce n'est pas une embauche, c'est de la formation, comme ce que fait la Fondation TF1. C'est de l'incarnation à l'antenne quand on ne fait pas suffisamment, comme le disait Édouard tout à l'heure. L'idéal, ce serait effectivement, plutôt que de faire des sujets sur la diversité en France et comment on essaie de l'améliorer et quelles sont les associations qui, ce serait tout simplement effectivement d'avoir un docteur pendant l'épidémie de grippe, d'avoir un docteur qui nous parle, qu'il soit noir ou qu'il soit maghrébin, d'avoir un juriste qui soit d'origine asiatique, etc. Ça, on ne le fait pas assez, et c'est ça la vraie expression au final de la diversité. Pour ce qui est de la question qui me concernait plus particulièrement, qui avait trait à la discrimination. Ouais, parce que Audrey Pulvar, par exemple, elle le revendique, elle le dit, la rédaction de France 3 aussi, que si elle l'a fait, c'était par discrimination positive. Oui, mais évidemment, je ne dirais pas que c'est une revendication, c'est un constat. C'est-à-dire que si j'ai été recruté en 2006 par TF1, c'est que d'abord, ce sera à eux de le dire, ce que j'en pense, c'est que d'abord, les gens qui m'ont recruté pensaient que j'étais capable de faire le boulot, mais ensuite, évidemment, il y avait une volonté de se mettre en phase, ou en tout cas de donner un signal sur cette question-là, qui était que voilà, TF1 aujourd'hui c'est une chaîne moderne, c'est une chaîne qui veut ressembler à son public, et c'est une chaîne qui est capable de prendre ce qui était à l'époque considéré comme un risque, qui s'est très vite retourné puisque les audiences n'ont effectivement pas bougé, mais c'était effectivement l'idée de dire voilà, nous aujourd'hui on prend ce risque entre guillemets de mettre un noir à la tête de la vitrine de l'information à TF1 et même des programmes, puisque les journaux 13h et 20h sont les deux pics d'audience de la journée sur l'antenne. Catherine, la parole. Maintenant, Harry, c'est la face émergée de l'iceberg, parce que sous l'eau, il y a de plus en plus, et tant mieux, de journalistes qui effectivement sont issus de la diversité et dont le regard est important pour composer le journal au jour le jour. Voilà. Maintenant, si je veux être un peu provocatrice aussi, moi aussi je suis issue de la diversité. Il ne vous a pas échappé que je suis une femme. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui dirigent des rédactions. Je crois même qu'en ce moment, puisqu'Arlette Chabot est partie de France Télévisions, je suis la seule. Donc c'est aussi un traitement de la diversité, sans doute, au sein de TF1. Après, on peut se poser les mêmes questions, chacun, sur les compétences, la diversité, le signal, le symbole que l'on donne, que l'on soit une femme, que l'on soit un noir, que l'on soit, etc., etc. Je crois que si on n'a pas, à un moment donné, les compétences, on ne peut pas être un symbole sans avoir les compétences. Ou en tout cas, je pense que les entreprises qui ne font que des symboles ou qui ne brandissent que des symboles ne sont pas des entreprises qui voient loin et qui, je dirais, sont fortes sur leurs fondamentaux. Harry, bien sûr, en est un, c'est une évidence.
Mais au-delà de ça, c'est un journaliste compétent, rigoureux, qui fait bien son travail, qui aime l'actualité, qui aime en parler et qui aime les gens. Et c'est ça qui fait sa force et sur la durée. On ne peut pas être sur un coup, je pense, quand il s'agit de la diversité. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc la compétence, pour moi en tout cas, c'est la mère de toute cette politique que nous essayons de mener sur France Télévisions, bien sûr, sur TF1, dans la plupart des médias, et maintenant dans la plupart des entreprises. C'est comme ça que ça doit fonctionner. J'aurais juste ajouté, pour moi, la discrimination positive, ce n'est pas un gros mot. Au contraire, je pense que c'est aujourd'hui une étape. Ça ne doit pas être quelque chose qui doit s'inscrire dans la durée, mais c'est une étape, malheureusement, nécessaire à casser un peu des cycles de reproduction en termes de recrutement, etc. Donc pour moi, ça n'est absolument pas un problème. Alors je me fais le relais, merci Harry, de l'autre salle, il n'y a pas de raison qu'il soit laissé de côté. Il y a une première question avec une proposition de sujet pour Germain Dagonnier, donc que la personne qui a posé cette question vienne me voir, on l'examinera sur le racisme dans la rue. Et une autre question, un binôme dans les quartiers, un journaliste issu de la diversité et un qui ne l'est pas, est-ce possible pour traiter l'information avec un regard objectif? Catherine Nel, peut-être sur cette question-là, on a beaucoup expliqué déjà que voilà, on n'en voyait pas forcément. Je ne pense pas que l'objectivité ou la neutralité soit l'apanage d'une couleur de peau. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui sont très honnêtes dans leur démarche, ils sont blancs, d'autres très honnêtes dans leur démarche, ils sont noirs. Pour moi, ça n'a aucun rapport. Après, que des équipes qui se forment soient formées par un jury qui est d'origine maghrébine, qui est noir, qui est blanc, et la même chose pour les preneurs de son ou les journalistes, bien évidemment, mais en général, c'est par affinité ou par complémentarité au niveau de leurs compétences que ça se fait. Merci pour cette réponse, c'était important, merci pour la question. Une autre question, oui, qui a le micro? Là, juste là. Ah, pardon. C'est juste à côté qu'on ne voit pas, juste devant. Vous avez la parole, monsieur. Bonsoir, Nabil, je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis conseiller commercial en véhicule neuf, notamment Renault, Gatier. C'est un petit peu de pub. Et on est client, c'est demain. Voilà, et puis je voulais en profiter pour dire une chose, car au départ, madame, excusez-moi, je ne connais pas votre nom, rédactrice de TF1, c'est ça? Et je voulais savoir le traitement, enfin c'est une question d'ordre général, sur le traitement de l'information. Qu'est-ce qui va faire que vous allez parler de Florence Cassé, par exemple, et pas d'autres prisonniers, plus de 2000 prisonniers français partout dans le monde, alors que pendant 7 ans, vous avez suivi Florence Cassé, alors finalement, on ne sait pas si elle est innocente ou pas, ou si elle a fait quelque chose, et puis elle a été libérée, comme si c'était Florence Aubenas. Effectivement aussi, vous avez une énorme solidarité lorsque c'est par exemple un de vos confrères, je pense à Stéphane Taponnier, Florence Aubenas, voilà, Hervé Guébière, etc. Où là, tous les jours, effectivement, bon, je sais que 2000 personnes, c'est quand même difficile, mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Vous allez orienter plutôt votre choix vers une personne ou une autre personne. Et puis, donc ça c'est ma question. Juste une chose, sur Harry Roselmack, je voulais simplement lui laisser ma carte, mais pas pour lui vendre une voiture, mais simplement, voilà. Non, je suis pas contre l'orage pour tous, mais le cœur y est. Et je voulais simplement vous dire, si jamais vous avez besoin de passer à Grenoble pour faire un Harry en immersion, je suis prêt à vous accueillir pour montrer les bons côtés avec ma collègue qui, elle, justement, veut absolument voir ça exister. Merci. Alors, c'est vrai que le traitement peut vous paraître un peu disproportionné. Le matin de sa libération, ça a été la première question qu'on s'est posée. Pas la question de savoir s'il fallait la voir ou pas. Bien sûr qu'il fallait la voir. Il n'y a pas 2000 prisonniers qui sont sortis ce jour-là de prison. Malheureusement pour eux, c'était Florence Cassé. Donc, bien sûr qu'on s'est battu pour la voir. En même temps, on s'est vraiment posé la question du curseur. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on montre? Sur quoi on l'interroge? En l'occurrence, dans le traitement qu'on a fait du 20h, vous pouvez juger que c'est peut-être un peu trop. Il y avait peut-être 2-3 minutes d'interview de trop. Mais on a fait un sujet sur les autres prisonniers, justement, ce jour-là. Pour dire, il y en a 2000, 1999, qui sont encore dans les prisons, un peu partout dans le monde. Donc on l'a fait, ce sujet. Et Gilles Boulot, qui a interrogé Florence Cassé, à la fois, bien sûr, l'a interrogée sur ses conditions de détention, sur ce qu'elle avait pu ressentir, mais aussi sur le fond du dossier. Parce que tout le monde se posait les mêmes questions, journaliste ou pas journaliste.
Certes, elle sort au bout de 7 ans. Il est prouvé qu'il y a eu une machination policière, mais après, sur le fond du dossier, nous étions en droit légitimement de lui poser des questions. Et Gilles Boulot l'a fait. Donc, ça fait partie de notre travail. Parfois, et je le concède, on va un peu loin, on pousse le curseur un peu loin, mais oui, je revendique le fait qu'il fallait effectivement avoir Florence Cassé sur notre plateau ce soir-là. Oui, bien sûr. Après, c'est une question de métier, et c'est une question d'interview et une question de dosage. Mais les sujets, on les a faits. Si vous avez regardé notre journal, vous l'avez vu, ce sujet. Alors, si vous l'avez regardé et que vous ne vous en souvenez pas, c'est aussi le fameux problème dont on parlait tout à l'heure, du sujet qui est un peu englouti dans la masse d'autres choses. Mais on l'a fait ce soir. Merci beaucoup. D'autres questions? Là, par là, au fond, tout au fond. Ah oui, merci. Bonsoir, monsieur. Je vous présente le mouvement citoyen solidaire. Alors là, depuis tout à l'heure, on fait des constats, etc. C'est bien, hein. On fait aussi le constat qu'il y a 3,4 millions d'entreprises existant en France qui n'ont pas encore signé la charte de diversité. Il y a à peine 3000 entreprises en France qui ont signé cette charte, ça on ne dit pas. Mais il y a un autre constat qu'il faut faire. C'est le constat politique un peu aussi. Ce constat politique, c'est aujourd'hui, la politique, elle ne prend pas en compte cette diversité. Pourquoi? Parce que cette diversité ne va pas aux urnes, ne va pas voter. Et quand on ne vote pas, on ne compte pas. Aujourd'hui, c'est ça le problème. Si on vote, eh ben on compte. La seule égalité qu'on a aujourd'hui, c'est la citoyenneté. Nous avons tous le droit de vote. Allons voter pour notre diversité. Allons voter pour nos droits. Aujourd'hui, la diversité ne compte pas parce qu'on ne vote pas. N'oubliez pas ce message. C'est très important, la citoyenneté. On est égaux, là, sur ce plan-là. On n'est peut-être pas égaux dans l'emploi, peut-être pas égaux dans le logement, mais dans la citoyenneté, on est égaux. Et ça, il faut vous le mettre dans le crâne. Très bien, on vous a entendu. Est-ce que vous avez une question plus précise? Non, on va essayer de faire un message. Terminé, parce que là le temps tourne, on est déjà très en retard. Donc on va prendre une dernière question. Voilà, mademoiselle, c'est le but de bonsoir mademoiselle. Bah oui, mais là, malheureusement, sur les dernières questions. Non mais oui, mais je savais, il y a beaucoup de bras qui se lèvent, malheureusement, vous voyez là, il faut gérer un peu le temps, il y aura peut-être des frustrations, mais... Attendez, là pour l'instant c'est mademoiselle. Il faut respecter la demoiselle. On a proposé des... Moi je voulais proposer un sujet, moi, en parlant de Grenoble. À Harry, à Harry Rosenmag, à la directrice en chef. On voudrait... nous on fait de la musique, on fait de la musique, on fait des projets. Pourquoi on ne ferait pas un 7-8 sur les jeunes de Villeneuve? On est Villeneuve, on fait de la musique, il n'y a personne qui a jamais fait ça pour nous. On montre juste les mauvais côtés, comme on disait tout à l'heure. On montre juste quand ça s'allume, quand il y a des guerres, quand il y a des problèmes. Nous, on essaie de s'en sortir avec mon frère, hein. On essaie de s'en sortir, on essaie de faire du son. Mais juste des petits trucs comme ça, des jeunes qui s'en sortent, essayer de faire des voilà, je voudrais une réponse dans toute la salle. Juste après, la réponse est qu'on va se rencontrer juste après pour discuter de tout ça. Samedi midi, on a fait un sujet dans le journal de Claire, avec Germain Algolier. Ouais, non? Oui, j'ai été dedans. Ah ouais? Alors, vous pouvez le dire? Vous pouvez le dire? C'était pas pour la musique, c'était pour Échirol, Villeneuve, c'était pas mais est-ce que vous n'avez pas participé à ce reportage? Pourquoi on ne fait pas une vidéo sur l'association, sur les associations qui se bougent, sur les associations qui font quelque chose? Non, mais vous savez, les thèmes, les sujets de cette année sont discutés en conférence de rédaction. Voilà, il y a une procédure. On ne décide pas des sujets sur des interpellations publiques comme ça. C'est pas parce que vous interpellez, même sympathiquement et avec le sourire, qu'on va faire un sujet sur votre groupe de musique, qui est sans doute très talentueux. Envoyez-nous ce que vous faites et on décidera. Bon, pour rien, moi je peux m'engager à faire un sujet 7 à 8. Il faut regarder ce que vous avez à nous raconter, ce que vous avez à nous dire. 7 à 8 sont des sujets de 13 minutes. On va passer 13 minutes de répétition, de chansons, voilà. Donc c'est pas maintenant que moi je peux vous apporter une réponse. La demoiselle qui s'est levée peut se relever et reprendre la parole, à moins qu'elle ne veuille plus poser de questions. Non. Donc une dernière question à la mademoiselle, allez-y. S'il vous plaît, on écoute la question qui est posée. Bonsoir. Bonsoir, Vanessa, je suis étudiante en ressources humaines. Ma question est s'il vous plaît. Je travaille beaucoup sur la diversité dans l'entreprise. Ma question est de savoir, est-ce que les médias, vous pensez que vous avez un rôle à jouer pour que demain, de plus en plus d'entreprises
se pose la question de la diversité et non pas simplement une question vis-à-vis des quotas qu'ils doivent respecter, mais avec une vraie volonté d'en employer. Qui peut répondre Ah mais déjà, sur ce que vous faites vous et voir vos questions. Bien sûr, c'est une question centrale. C'est évidemment travailler à améliorer le recrutement de la diversité. C'est tout le travail de la Fondation dont Catherine Naël parlait tout à l'heure. Au-delà de la Fondation qui rassemble quand même 4 promotions, 80 jeunes talents issus tous des quartiers en difficulté en France, quelle que soit leur couleur de peau, et finalement qui ont pu donner leur chance à des lycéens issus de quartiers qui ont tous n'ont pas été aiguillés malgré leur qualité, leur dossier scolaire vers les bonnes formations, alors qu'ils avaient tous le talent de les intégrer, de leur faire rattraper ce gap d'accès à l'information par un accès aux médias privilégiés. Et ce qui, moi, m'a particulièrement stupéfié dans le succès des candidatures qu'on a reçues, c'est qu'au départ, ils voulaient tous être journalistes. Et puis finalement, on a vu un certain nombre de jeunes arrivant en disant « Oui, mais moi, je suis journaliste, ok, c'est très bien, mais je voudrais aussi être commercial à la télé et publicité, parce que c'est vachement bien de vendre de la pub pour TF1. Je voudrais aussi bosser à la radio, je voudrais être comptable dans le groupe TF1, parce que ça pourrait être beaucoup plus sympa qu'ailleurs. » Et donc, on est dans cette volonté d'aspirer un certain nombre de talents, non pas seulement, bien sûr, sur l'antenne, mais à l'intérieur de la société, pour faire respirer une société, pour la faire encore plus diverse dans ses choix et dans ses mécanismes. Alors, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Nous, on a la chance à l'HP d'être une entreprise internationale, donc la diversité fait partie de notre ADN. Donc on a moins de combats à mener. C'est vrai que mes collègues d'entreprises franco-françaises, il peut y avoir cette culture de « il nous faut tel diplôme ». Donc on va prendre des Gazar, des Supélec, des HEC. On a tendance en recrutement des grandes écoles, on a tendance en recrutement à l'effet de halo, donc vouloir recruter la personne qui nous ressemble. Donc je pense que plus les médias seront le reflet de cette société, plus dans les mentalités ça deviendra là-dedans. Donc les médias ont un gros rôle à jouer en tant que représentants de la société civile. Et effectivement, dans des entreprises qui sont beaucoup plus internationales, on a une culture américaine, donc les quotas, c'est le lot quotidien, et c'est ce qui fait que toute la société est représentée aux États-Unis. En Afrique du Sud, ils ont un quota de personnes noires, en Israël, avec les religions. Donc effectivement, plus les médias représenteront nos sociétés, plus nous, entreprises, aurons de facilité à apporter la diversité. Merci beaucoup. Alors avant de vous donner la parole à Marc Magneto, président de l'agglomération, je voulais vous remercier pour vos qualités d'écoute, vos qualités d'interpellation, la qualité de vos questions aussi. Merci aussi à nos participants à ce débat et bravo d'être venus aussi nombreux. Juste 3 mots, je ne vais pas, vous attendez maintenant d'autres festivités, dire que la communauté d'agglomération était heureuse aux côtés du Conseil général et de la ville de Grenoble pour organiser cet événement, pour participer à cette organisation. Je pense que ce qui est important, c'est de lutter contre toutes les formes de discrimination, que ce soit les problèmes d'égalité femmes-hommes, que ce soit la question du handicap, que ce soit la question de la. Et si nous ne sommes pas en première ligne, ce sont les communes, et que nous ne sommes pas à leur place, il me paraît nécessaire et important que les structures politiques, dont la communauté d'agglomération puissent travailler au quotidien pour faire reculer tout ce qui va à l'encontre de l'égalité et donc de la fraternité, en fin de compte de la liberté. Merci de nous avoir écoutés ce soir. Et en espérant que